Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le langage HTML. Comme on l'a précisé la dernière fois lors de notre cours, le service web, pour qu'il fonctionne bien ou très bien, il a besoin d'un protocole. C'était le protocole HTTP qu'on a vu la dernière fois. Il a besoin d'un espace de nom. Ce sont les différentes ou les URL qui permettent d'identifier les ressources disponibles sur le web. Et il a besoin aussi d'un langage qui permettra de structurer ces documents web, c'est le langage HTML. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les bases de ce langage. Donc durant cette vidéo, je vais vous présenter la structure d'un document HTML, quelques balises qui permettent de structurer un contenu textuel. Nous allons aborder également les liens hypertextes, les images et on finira avec les tableaux. À la fin de cette vidéo, je vais également vous montrer comment valider votre document HTML. Donc, pour pouvoir structurer un document web, il a fallu utiliser un langage à balises qui permet de décrire la structure de ce document. Donc, les balises marquent en fait des zones particulières du document en définissant leur contenu et peut-être aussi leur mise en forme. Et ça va permettre de mieux structurer le document. Donc, il y a plusieurs langages à balises, donc tels que HTML et XML. Donc, pour décrire le contenu des documents web, on utilise le langage HTML. Donc, HTML est un acronyme de Hypertext Markup Language. Donc, c'est un langage de description de contenu web. Il est interprété par les navigateurs. Actuellement, nous sommes à la version 5 et il faut juste faire attention à quelque chose. HTML n'est pas un langage de programmation. Donc, comme je viens de le préciser, il permet de structurer le contenu d'un document. Donc, ce n'est pas du tout un langage de programmation. Et on ne va jamais générer avec HTML un exécutable. Donc, HTML, comment il fonctionne? Il se base sur un ensemble de balises indiquant au navigateur de quelle manière afficher un contenu. Ces balises ne sont pas affichées au client, mais interprétées par le navigateur. Donc voici la structure de base d'une balise. Donc une balise est délimitée par les symboles inférieur, supérieur, que vous voyez ici. Donc inférieur et supérieur. Et peut contenir plusieurs attributs sous la forme attribut égale, entre guillemets, une valeur, telle que là. J'ai par exemple ici la balise qui a le nom balise, et j'ai le premier attribut qui reçoit une valeur. Je peux rajouter un deuxième attribut. Bien sûr, les attributs auront des noms différents pour pouvoir les différencier. Il existe en HTML deux types de balises. Les balises dites simples ne peuvent pas contenir d'autres balises. Donc, elles ont cette forme-là. Elles ne peuvent pas contenir d'autres balises. Vous allez trouver peut-être aussi dans certains bouquins le terme de orpheline. Balise orpheline ou bien simple. Donc ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est les balises doubles. Donc là, maintenant, ces balises-là peuvent contenir d'autres balises et sont composées d'une balise ouvrante de cette forme-là et une balise fermante. Donc il y a le tag inférieur, le slash, balise et le tag de fermeture, un tag. Donc par exemple, voici la structure générale. Donc j'ai ici la balise ouvrante, donc inférieure, le nom de la balise. Je peux y mettre ici des attributs avec leur valeur. Je ferme cette balise ouvrante. Ensuite, je dispose ici ou je positionne ici un contenu. Par exemple, ici, c'est que du texte, mais je peux mettre d'autres balises aussi, également en plus du texte ici. Et bien sûr, cette balise double, elle a ce qu'on appelle une balise fermante. Donc, c'est exactement le même nom que vous avez ici, mais par contre, il faut rajouter ici un slash et bien sûr, il n'y a pas d'attribut au niveau des balises fermantes. Donc, voici un petit exemple.
et qu'on va voir par la suite ces balises-là. Là, j'ai la balise H1, j'ai un contenu et j'ai à la fin une balise fermante H1 slash H1. Donc ça, c'est une balise double. Il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Deuxième exemple, c'est la balise IMG. La balise IMG est une balise simple ou bien orpheline. Donc, il n'y a absolument pas la notion de balise ouvrante ni de balise fermante. Et en plus, IMG ne peut pas contenir d'autres balises, contrairement à H1. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Donc nous allons voir par la suite, ne vous inquiétez pas. Toutes ces balises-là, on les verra en détail après. Donc voici maintenant la structure d'un document HTML. Donc un document HTML est délimité par la balise double HTML slash HTML. Donc ça, c'est une balise ouvrante, ça, c'est une balise fermante. Donc regardez, il est délimité par ça. La balise HTML, elle peut contenir des attributs, bien sûr, ainsi que leurs valeurs. Et à la fin, je dois avoir une balise fermante slash HTML. La particularité de cette structure est que, avant cette balise HTML, il y a la balise doctype. Donc en fait, cette balise doctype, elle permet d'informer le navigateur quelle est la version d'HTML utilisée utilisée dans ce document HTML, ce fichier HTML. C'est-à-dire le navigateur, il va, grâce à doctype, savoir quelle est la version d'HTML utilisée pour qu'il puisse interpréter correctement le contenu HTML qui est défini par la suite et qui sera affiché au client. Donc si vous avez uniquement le terme après point d'exclamation doctype, vous avez HTML, tout court, comme ça veut dire que là, vous faites référence à la version 5, HTML 5. Si vous voulez utiliser par exemple HTML 4, il ne faut pas écrire ici HTML tout court, mais il y a toute une ligne qui est assez longue qu'il faudra mettre ici. Donc, et nous, durant ce cours-là, nous allons aborder l'HTML5. Donc, pour faire simple aussi, vous écrivez HTML simplement et le navigateur comprendra que c'est la version 5 que vous êtes en train d'utiliser. Là maintenant, il y a la balise ouvrante HTML, la balise fermante HTML, et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'entête et le corps. Donc l'entête est délimitée par la balise head /head, donc c'est une balise double, et body est délimité par ou le corps est délimité par la balise body /body. Donc body et head, ce sont des balises doubles. Par exemple, ici, au niveau de l'entête, on a ajouté la balise title, donc qui permettra de donner un titre qui sera affiché au niveau du navigateur concernant ce fichier-là HTML. Et on aura l'occasion de voir ça par la suite. Pour le corps, un petit exemple, là, ce que vous voyez ici, ça, c'est un commentaire. Donc, pour préciser le commentaire, c'est le tag début, point d'exclamation, 2 tirets, vous mettez le texte que vous voulez et vous terminez avec 2 tirets et vous fermez votre balise. Donc ça, c'est une balise qui est orpheline. Bien sûr, le commentaire ne sera pas du tout affiché au visiteur, bien au client au niveau du navigateur. Il va seulement vous servir, lorsque vous faites du développement, vous allez rajouter des petites explications, par exemple, concernant certaines sections. Donc ça, c'était la structure. Donc je répète, donc le fichier ou le document HTML, il est délimité par la balise double HTML. Donc vous avez au début HTML et à la fin /HTML. Il ne faut pas oublier de positionner tout au début la balise doctype. Elle permettra de renseigner le navigateur quelle est la version HTML que vous avez utilisée. Et bien sûr, à l'intérieur de cette balise HTML, il y a 2 parties. Donc il y a ce qu'on appelle l'entête, délimité par la balise double head, et il y a le corps qui est délimité par la balise double body. Il y a aussi ce qu'on appelle les balises métadonnées qu'on va ajouter au niveau de l'entête, c'est-à-dire à l'intérieur plutôt de la balise head. Donc les balises méta procurent diverses informations sur la page.
Donc, parmi ces informations, on peut retrouver le nom de l'auteur, la date de création, une description du document, des mots-clés, etc. Valeur d'une information et la valeur d'une information représentée par l'attribut content. Nous allons expliquer par la suite ça, hein. Donc, il existe 3 catégories de balises méta. Vous avez les beta name, renseignent sur l'auteur, le contenu et d'autres informations. Vous avez ce qu'on appelle les méta HTTP-equiv. Donc, c'est un type de balise qui permet de transmettre des informations au navigateur. Et on a meta char7, donc qui permet de spécifier le jeu de caractères utilisé pour l'encodage de la page. Nous allons voir des exemples par la suite. Là, j'ai écrit juste la structure de ces balises-là. Donc, et meta, oui, c'est important de le préciser, meta est une balise simple ou bien orpheline. Donc, elle ne peut pas contenir d'autres balises. Donc, elle s'écrit de cette façon-là. Vous ouvrez la balise, le tag de début, vous avez meta, vous avez l'attribut name, il va recevoir une certaine valeur. Par exemple, ici, mot-clé, c'est juste un exemple, hein. Par la suite, nous verrons qu'est-ce qu'on peut mettre ici. Et content, vous allez mettre la valeur de cet attribut, si vous voulez, qui est mentionné ou qui est représenté ici par le texte mot-clé. Mais en fait, on ne va pas mettre mot-clé, on verra ça juste sur le slide suivant. La même chose, je vais vous donner des détails sur les 2 types de méta aussi, méta HTTP-equiv et méta char7. Pour char7, il n'y a pas vraiment d'explication à ajouter par la suite. Là, vous allez mettre le type ou plutôt le jeu de caractères qui sera utilisé par le navigateur pour qu'il puisse interpréter correctement votre document HTML. Donc, voici des exemples de balises méta. Par exemple, ici, meta name. Si vous mettez, si vous affectez un name application-name, là, vous allez, au niveau de content, donner par exemple le nom de cette application. Si vous affectez un name author, donc ici, au niveau de content, vous allez donner le nom de cet auteur. Si vous allez affecter un name generator, là, vous allez mentionner un ou plusieurs logiciels que vous avez utilisés pour générer ce document HTML. Si vous affectez un name keyword, donc ici au niveau de content, vous allez lister les mots-clés qui représentent un petit peu ou qui sont repris dans le document HTML. Si vous affectez un name description, là, vous allez mettre une description au niveau de l'attribut content. J'ai mis ça en commentaire, cette première balise méta HTTP-equiv. Donc, il y a comme valeur pour cet attribut content-type et content égale text/html, point virgule, 3 petits points, char7, UTF-8. Tout simplement parce que soit vous allez écrire ou décrire le jeu de caractères en utilisant une balise méta HTTP-equiv, ou bien vous allez utiliser directement char7 égale UTF-8. Et je vous conseille, moi personnellement, d'utiliser cette version courte en utilisant meta char7. 2 autres exemples concernant HTTP-equiv, par exemple refresh ici, content 10. Là, vous allez dire au navigateur, parce que en fait, HTTP-equiv, c'est un type de balise qui permet de transmettre des informations directement au navigateur. Par contre, name, non, ça va décrire, ça va donner des informations concernant le document. Le navigateur, je ne sais pas s'il peut réellement l'exploiter, mais vous, par exemple, si vous voulez voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme générateur pour utiliser ça, pour générer le document, vous pouvez le faire. Ce sera aussi exploité par les moteurs de recherche. Par exemple, les moteurs de recherche, ils ont tendance à analyser ces balises-là, par exemple, pour récupérer les mots-clés. Ça leur donnera une idée de quoi le document HTML, il discute ou qu'est-ce qu'il présente.
Donc, pour refresh, si vous affectez 10 à content, ça veut dire le navigateur va rafraîchir le document ou la page chaque 10 secondes. Si vous mettez 10, point virgule, 3 petits points et vous ajoutez une URL, à ce moment-là, le navigateur, après 10 secondes, il va afficher, ou plutôt envoyer le visiteur ou le client vers cette URL-là. Donc ça, concernant les balises méta. Sur ce slide-là, vous avez des explications de tout ce que je viens de dire, donc je ne vais pas le répéter, hein. Par exemple, application -name définit le nom de l'application, auteur donne le nom de l'un des auteurs, s'il y en a plusieurs, et vous avez la suite de la définition des valeurs que vous pouvez donner à l'attribut name. La même chose pour la balise HTTP ou l'attribut HTTP-equiv. Donc, vous avez ici une petite explication des valeurs que vous avez la possibilité d'affecter à cet attribut. Maintenant, nous allons voir quelques balises qui vous permettront d'ajouter un contenu textuel. Donc, HTML nous offre la possibilité de formater le texte selon notre souhait. Donc, par exemple, si vous voulez segmenter le texte en paragraphes, délimiter vos paragraphes, donc c'est la balise P. C'est une balise double. Donc, vous avez P et vous mettez le contenu que vous voulez. Et à la fin, il ne faut pas oublier /P parce que c'est une balise double. Donc, il y a la balise ouvrante et il y a la balise fermante. Vous pouvez rajouter des attributs pour votre balise P. Par exemple, ici, dire égale LTR, left to right. C'est-à-dire là, vous allez informer le navigateur que le texte qui sera le texte du paragraphe, normalement, il va être lu de la gauche vers la droite. Mais ce n'est pas obligé de mentionner ces attributs-là. Si vous ne mettez rien, il n'y aura absolument pas de problème. Mais si vous voulez le préciser, ce sera utile, par exemple, exploiter par les moteurs de recherche dans le cas où il y aura des personnes malvoyantes, par exemple, qui vont accéder à votre page. Donc, leur navigateur, il pourra leur donner des informations qui les aideront à mieux comprendre le contenu et de quoi ça retourne. Si vous mentionnez l'attribut hidden et vous lui affectez hidden, tout simplement, votre paragraphe ne sera pas affiché. Il est présent, mais il ne sera pas affiché à l'utilisateur. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est que pour segmenter le texte en paragraphe, on utilise la balise P. Si vous voulez maintenant sauter la ligne en HTML, si vous appuyez sur votre touche Entrée ou Enter, sur le document HTML, vous allez voir qu'il y a plusieurs lignes qui vont être sautées, mais par contre, le navigateur, les sauts de lignes et les espaces, les espaces multiples qui sont l'un à côté de l'autre, il va les supprimer. Donc, si vous voulez réellement sauter une ligne en HTML, la balise qu'il faudra utiliser, c'est la balise BR. Donc, par exemple, moi, j'ai ici un texte, soi-disant, c'est un paragraphe, et je veux sauter la ligne après « Salut tout le monde ». Donc là, je suis obligé d'ajouter une balise BR. Et bien sûr, c'est une balise qui est simple et non pas double. Si vous voulez formater votre texte et vous souhaitez qu'il soit affiché tel que vous l'avez écrit. Par exemple, j'ai envie que je mets des espaces ici, ensuite j'écris un mot, je saute une ligne, j'écris un petit peu, je laisse des espaces un petit peu partout. Et je veux réellement que mon texte ait cette apparence-là. C'est-à-dire que le navigateur ne me supprime pas tous les espaces qui sont ici, ne me supprime pas la ligne que j'ai laissée ici, là aussi, les espaces qui sont là. À ce moment-là, il faut utiliser la balise PRE. Préformaté. Donc c'est une balise double. Donc il y a la balise ouvrante et il y a la balise fermante à la fin. Si vous voulez ajouter des titres dans votre document HTML, donc vous avez la possibilité ou le choix entre 6 niveaux de titres. Donc le niveau en fait c'est la grandeur
de chaque, plutôt des titres. Donc, par exemple, H1, donc le texte que vous allez mettre ici entre H1 et /H1, il sera beaucoup plus visible que le texte que vous allez mettre, par exemple, au niveau de H2/H2. Tout simplement parce que H1, il est prioritaire ou il est plus important que H2, H3 et ainsi de suite. Donc, vous avez les niveaux. Le niveau le plus haut, on va dire, ou le plus important, c'est H1 et le moins important ou le moins visible, on va dire, c'est H2. Donc, la chose qu'il faut retenir ici, c'est que les titres, c'est H. En plus, vous mettez le numéro que vous voulez de 1 à 6. Et 1, c'est plus important, 6, c'est le moins important. Et bien sûr, ce sont des balises doubles. Donc, vous avez H1 et à la fin, /H1 et peuvent aussi, contenir d'autres balises, puisque ce sont des balises doubles. Si vous voulez marquer un texte en italique, donc vous allez utiliser la balise I. Donc c'est une balise double. Donc vous avez I/I à la fin. Ensuite, si vous voulez marquer ou attirer l'attention du client sur un texte, donc vous allez aussi pouvoir utiliser la balise EM, donc EM/EM. Le texte ici, il sera aussi en italique, donc comme si vous avez utilisé la balise I, sauf qu'il y a une petite différence, c'est que le rendu visuel, certes, il est le même. Le rendu visuel de EM, il est le même que celui retourné par la balise I. Néanmoins, il faut préciser que EM apporte un sens sémantique au contenu et donc procure un état logique au texte. Quant à I, cette balise ne procure qu'un état physique au texte résumé dans le rendu visuel. En gros, c'est que votre navigateur, si vous mettez EM du texte /EM, il va comprendre que le texte qui est entre ces deux balises-là, ouvrante et fermante, il a une signification, une importance par rapport au reste du texte. En plus de ça, il va vous l'afficher en italique. Par contre, si vous mettez la balise I/I à l'intérieur du texte, le navigateur, il va afficher ça en italique, mais pour lui, ce n'est pas plus important que le reste ou moins important. Il n'a aucune information qui est retournée via cette balise I. Par contre, EM, non. Il y a cette information sémantique en plus qui est transmise au navigateur. Si vous voulez mettre du texte en gras, c'est la balise P. Elle est double aussi. Donc P/P et au milieu, vous mettez votre texte. Vous avez aussi pour le même rendu visuel la balise strong. Donc strong/strong. Donc le rendu visuel est exactement le même que celui de la balise B. Par contre, il y a une différence, c'est que strong apporte aussi un aspect sémantique ou bien un sens sémantique. Donc il va informer le navigateur que le texte qui est entre strong et /strong, il a une importance par rapport au reste du texte qui est à côté. Si vous voulez marquer un texte comme étant moins important ou vous voulez le barrer, donc c'est la balise S, donc elle est double aussi, donc S/S. Pratiquement toutes les balises qui vous permettent de structurer un contenu textuel, elles sont doubles. Donc S/S, le texte qui est ici, par exemple, prix recommandé de 14 500 dinars par personne, il sera barré. Et ça veut dire qu'il a moins d'importance que le reste. Vous avez aussi la balise small, donc elle permet de réduire la taille du texte, tout simplement. Voici d'autres balises. Donc U par exemple, elle permettra de souligner un texte. Vous avez marque, ça permettra de marquer un texte. Vous avez del, ça permet de supprimer un texte, de le barrer plutôt.
Donc, il sera présent, mais il sera barré. Ça veut dire que là, vous allez aussi envoyer une information au navigateur comme quoi ce texte, il était présent, mais maintenant, il est supprimé. Vous avez son opposé, c'est insert ou ins. Donc, cette balise permet d'ajouter un texte. Pour le client, ici, ce terme-là ou ce mot-là ajouté, il sera affiché comme le reste. Mais par contre, pour le navigateur, pour lui, ça a été ajouté et ça n'existait pas auparavant. Donc, del et ins apportent un sens sémantique en identifiant les modifications du contenu textuel existant. Voilà. D'autres balises également. Vous avez sub par exemple, si vous voulez mettre un texte en exposant. Sub pour le texte en indice. Si vous voulez rapporter une citation, vous avez la balise Q. Donc, c'est une balise double. Et à l'intérieur, vous mettez votre texte. Donc, il va vous ajouter les guillemets. Si vous voulez faire référence à un contenu, ou référencer un contenu plutôt, donc vous mettez par exemple ici votre texte et à la fin, en utilisant site/site, vous allez mettre la source de ce que vous venez de rapporter. On continue avec les balises textuelles. Donc, il y en a énormément, mais je ne vais pas toutes vous les présenter. Je vais vous présenter peut-être les plus utilisées. Maintenant, si vous avez des abréviations ou des acronymes, donc vous avez la balise ABBR. C'est une balise double. Donc, cette balise, elle est un petit peu particulière. Donc, vous allez l'utiliser. Elle est double, mais par contre, il faut renseigner un attribut qui est l'attribut title. Par exemple, ici, moi, entre la balise ouvrante et la balise fermante ABBR, j'ai mis OMS. Et pour title, j'ai défini la définition, j'ai donné la définition de cet acronyme OMS, donc Organisation mondiale de la santé. Pour l'utilisateur au niveau du navigateur, il n'y aura que OMS qui sera affiché. Mais par contre, dès qu'il mettra sa souris au-dessus, donc il aura la définition qui va s'afficher. Si vous voulez donner la définition d'un terme, tel que ici dans ce paragraphe P, donc le paragraphe il commence ici, il termine ici avec /P. Là, j'ai défini Internet et j'ai voulu informer le navigateur de cette définition. Donc, j'ai utilisé la balise DFN. C'est une balise double également. Donc, l'Internet et l'interconnexion d'un ensemble de réseaux, blablabla. Là, rien ne sera affiché de particulier à l'utilisateur, mais par contre, le navigateur, il sait que ça, c'est le texte qui vient après dans ce paragraphe, c'est la définition de Internet. Donc ça peut être exploité par les moteurs de recherche et peut-être dans le futur par des applications qui vont, peut-être ça existe, hein, je ne sais pas parce que je ne me suis pas documenté sur ce type d'application, les applications pour les malvoyants, pour les personnes handicapées. Peut-être qu'il existe des logiciels qui exploitent ce genre de balises pour décrire le contenu à ces personnes-là. Donc ça, c'est seulement un autre exemple en utilisant DFN et ABBR. Maintenant, si vous voulez indiquer un code informatique dans votre page HTML, donc vous avez la possibilité d'utiliser la balise code, donc code/code, et à l'intérieur, vous mettez votre algorithme ou bien votre code dans un langage particulier, peu importe. L'essentiel, c'est que rien ne sera affiché à l'utilisateur, mais par contre, le navigateur, il saura que ce qu'il y a entre code et /code, ça, c'est un code informatique. Et on a aussi la possibilité d'indiquer le temps avec time. Là aussi, il n'y a pas une particularité pour le client ou le visiteur, mais par contre, le navigateur, il aura cette information sémantique comme quoi s'il y a entre ces deux balises-là, c'est où ça représente le temps. Si vous voulez structurer ou introduire ou insérer dans votre document HTML
les listes. Donc, vous avez deux types de balises, UL ou bien OL. Donc, UL pour liste non ordonnée. Donc, il y a la balise ouvrante, la balise fermante, et les éléments de la liste doivent être délimités par la balise double LI. Nous allons voir par la suite un petit exemple de ça peut-être. Donc, son équivalent mais ordonné, c'est la balise OL et la même chose, les éléments à l'intérieur vont être délimités par les balises LI. Donc, avant de continuer, moi j'aimerais faire une petite démo, hein, un truc assez simple. Donc, j'ai déjà ouvert par exemple mon éditeur VS Code. Ce que je vais faire, je vais ce fichier-là, plutôt ce répertoire live coding, donc je veux travailler là-dessus, c'est-à-dire je vais écrire des fichiers à l'intérieur de ce répertoire. Donc le moyen le plus simple quand vous travaillez de cette façon, c'est de prendre le répertoire et de le glisser directement sur votre éditeur. Donc il va vous l'ouvrir ici, ainsi que le contenu. Donc, il y a un contenu, je vais vous l'expliquer par la suite. Mais maintenant, je vais créer une nouvelle page HTML ou un document HTML. Donc, vous appuyez sur le bouton ici, New File, par exemple, et vous donnez un nom à votre page. Par exemple, My First Page. Et l'extension .html. C'est très important de mentionner ici les extensions. C'est grâce à ça que l'utilisateur, plutôt l'éditeur VS Code va vous aider lors de votre écriture du code. Donc, entrée. Là, je suis sur le fichier fraîchement créé. Pour l'instant, il est vide. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous commencez à écrire, par exemple, doctype comme ça, et lui, l'éditeur, il va vous aider. Hein. Doctype HTML5. Je vais mettre HTML. HTML, voilà, donc il m'a donné la balise fermante, ensuite le head, ensuite body, le corps. Donc on a la possibilité de faire ça. Moi je vous le conseille de le faire au moins une fois ou deux de cette façon là, comme ça vous allez prendre un petit peu la main, et dès que vous serez pas à l'aise, mais dès que vous comprenez très bien la structure de base d'un document HTML, quand vous allez utiliser un éditeur, vous n'allez plus faire ça. On va faire un truc assez simple. Vous écrivez HTML et directement, lui, il va vous proposer est-ce que c'est HTML ou la version 5. Moi, c'est la version 5, donc il va me donner directement une page HTML parfaitement écrite, sauf que le corps, il est vide. Moi, je m'intéresse maintenant au corps de cette page-là. J'ai envie d'ajouter du texte. Je vais ajouter un paragraphe. Donc, je vais mettre, avant le paragraphe, je vais ajouter un titre, par exemple. H1. Je vais lui dire first paragraph, par exemple. Ensuite, je vais rajouter un paragraphe, donc la balise P. Là, je ne vais pas écrire du texte, mais je vais utiliser un texte par défaut. Maintenant, comment je fais pour vous afficher? Non, c'est pas ça. Pour que ça me mette tout ça sur une seule ligne. Donc, il y a un raccourci. Il faut juste que je me souvienne de ça. Non, c'est pas CTRL A. C'est quoi? C'est pas CTRL F, c'est CTRL E, non, c'est CTRL T, non plus. Il y a une touche, il faut juste que... Non plus, c'est pas ça. Ok. Bon, il suffisait que je sauvegarde pour qu'il me fait ça. Ok. Par la suite, si vous voulez configurer un petit peu votre VS Code, vous me le dites dans les commentaires. Je vous montre un petit peu quelles sont les différentes extensions que j'utilise là qui me permettent d'accélérer un petit peu l'écriture du code. Bref, l'essentiel est ça. Donc, j'ai un titre, j'ai une balise P, ça me délimite un paragraphe. Maintenant, si je veux ouvrir le fichier, donc il y a deux possibilités. Soit que j'aille dans le répertoire directement et que je clique sur
my first page. Donc ça va me l'ouvrir. Voilà. Soit il y a une autre façon de faire que moi j'utilise. Moi j'utilise où j'ai installé l'extension de Live Server et vous avez un petit bouton ici, Go Live. Vous cliquez dessus, il va vous ouvrir votre document. Il va même générer pour vous un serveur web sur votre machine. Par exemple ici, il est en train d'écouter le port 127.0.0.1 et le port, l'adresse 127.0.0.1 et le port 5500 par exemple. Et là, j'ai la page qui vient d'être ouverte. Si j'effectue des modifications, par exemple, d'accord, si je fasse des modifications ici, par exemple, je rajoute un autre type H2, par exemple, second paragraph. Donc, il suffit d'aller sur la page et de la rafraîchir normalement et j'aurai les deux titres ainsi que le paragraphe. Il y a eu un petit problème. D'accord, parce qu'en fait, il s'est arrêté le live server, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que je l'ai arrêté sans faire attention, je crois. Ok, maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez ici, au niveau du deuxième paragraphe, il n'y a absolument pas de saut de ligne, hein. Donc, il termine jusqu'à la fin et ensuite, il revient à la nouvelle ligne. Si je veux, par exemple, ici, à ce niveau-là, ajouter un saut de ligne. Donc, il faudra insérer une BR. Donc, la BR va forcer le navigateur à sauter la ligne là où vous allez l'introduire. Si vous voulez, par exemple, marquer ce titre, ce texte-là comme étant très important, donc vous allez pouvoir ajouter la balise strong et vous mettez à l'intérieur le texte que vous voulez. Et j'espère que vous avez remarqué, là j'ai une balise P et à l'intérieur j'ai défini une balise du texte bien sûr et une balise strong. Donc ça c'est possible de le faire puisque P est une balise double. Si elle était une balise simple, on n'aurait pas la possibilité de définir d'autres balises à l'intérieur. Je vais sur mon navigateur et je rafraîchis et vous remarquez que le texte qui est ici est devenu en gras et il est marqué pour le navigateur comme étant important. Si vous voulez maintenant ajouter une liste par exemple, donc c'est UL pour les éléments non ordonnés. Là, 3 éléments par exemple, item 1, item 2 and 3 par exemple. Je vais rajouter une autre, attendez, je vais faire l'affichage, le rafraîchir. Donc voilà, ma liste, elle est non ordonnée, c'est-à-dire le style qui est appliqué ici, plutôt, je ne sais plus comment on appelle ça, ce qu'on appelle ça des puces peut-être. Ils sont pas du tout numérotés. Si vous voulez maintenant numéroter ça, donc il faudra à la place de UL utiliser OL. Et là, ce sera numéroté. Nous allons voir par la suite dans un prochain cours, je crois, concernant le CSS peut-être, comment dirais-je, configurer tout ça. Est-ce que vous vouliez que vous ayez une liste ordonnée où chaque item est représenté ou identifié par un numéro, ou bien par une lettre en minuscule, en majuscule, etc. Donc, nous allons voir ça par la suite. Donc voilà, ça c'était un petit peu de pratique concernant les balises textuelles. Vous avez la possibilité de reprendre ce qu'il y a sur les slides et de les tester directement dans votre fichier par exemple. Donc je vais retourner sur le cours, la présentation. Donc maintenant nous allons aborder les liens hypertextes. Donc un lien hypertexte, il est défini déjà grâce à la balise A. C'est une balise double. Donc, il y a la balise ouvrante A et fermante /A.
Et quand vous allez l'utiliser, il faudra spécifier l'URL de destination parce que c'est ça un lien hypertexte. Donc, il va permettre à votre utilisateur ou votre client, dès qu'il clique sur ce lien, d'aller visiter une autre page web, bien un autre document web. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut spécifier l'URL de ce document-là. Donc, vous allez pouvoir le faire en utilisant l'attribut href. Donc, vous mettez href égale et entre guillemets, vous mettez l'URL cible ou l'URL de la page que vous voulez afficher à votre utilisateur lorsqu'il va cliquer sur ce lien. Et bien sûr, entre la balise ouvrante et la balise fermante, vous pouvez ajouter du texte et d'autres balises si vous le voulez, tout simplement parce que A est une balise qui est double. Maintenant, pour l'URL que vous allez mentionner ici, préciser ou définir. L'URL doit être absolue dans le cas d'un lien pointant vers une ressource localisée sur un autre site. Absolu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, depuis le protocole jusqu'au nom de fichier. C'est-à-dire, vous allez donner une URL complète. Par exemple, là, on va insérer un lien qui va envoyer le visiteur vers le document index.html qui se trouve sur un autre site, par exemple entreprise-a.dz. Et nous sommes sur un site, par exemple, je ne sais pas moi, entreprise-b.dz. Et je veux que le client, dès qu'il clique sur ce lien-là, visiter le site de notre filiale en Algérie, ça va l'envoyer vers ce site-là. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de mettre une URL absolue, complète. Dans le cas d'un lien local, c'est-à-dire lorsque le client est envoyé vers une autre page du même site, l'URL de destination peut être relative. Je peux mentionner que le nom du fichier. Et on verra par la suite comment faire ça avec un petit exemple. Les liens sont souvent classés en fonction de l'emplacement de la ressource pointée. Et donc, vous allez avoir deux types de liens ou deux classes de liens. Vous avez les liens externes à la page, c'est-à-dire ils envoient le visiteur vers une autre page, même si c'est le même site, mais une autre page. Donc, on considère que ce lien, il est externe. Sinon, il est interne et dans ce cas, il envoie vers un autre emplacement, mais dans la même page web, dans le même document web. Et à ce moment-là, pour pouvoir faire ça, il faut définir ce qu'on appelle une encre. Donc l'encre, c'est quoi? Comment vous allez plutôt la définir? Donc c'est de cette façon-là. Par exemple, ici j'ai un texte, pas un texte, pardon, un titre H1 et je veux le marquer. Donc je vais lui définir l'attribut ID pour identifiant. Je vais lui donner une valeur. Et tout en bas, par exemple, c'est une page. Imaginez que c'est une page web qui est assez longue. Donc, le titre, il est tout au début. Et tout en bas, je veux rajouter un lien hypertexte qui permettra au visiteur de remonter directement, sans qu'il utilise la barre de défilement, hein, qu'il remonte directement au niveau de titre 1. Donc, comment je vais faire ça? Donc ici au niveau de l'attribut href, je vais mettre dièse pour lui dire que ça c'est un identifiant qui se trouve dans cette page et je donne le nom de cet identifiant. Donc le client, le visiteur, dès qu'il clique sur ce texte-là, il sera renvoyé immédiatement vers titre de niveau 1. Maintenant, si on souhaite envoyer le visiteur vers une encre d'une page externe, il faut spécifier la page et l'encre. Par exemple, ce lien-là, cette balise A se trouve sur un site a.dz et moi je veux envoyer le visiteur du moment où il clique sur voir titre de niveau 1 sur un autre site, par exemple site B. À ce moment-là, vous devez déjà définir une URL absolue complète et à la fin vous rajoutez dièse et l'identifiant qui normalement dans la page catalogue.html il est défini de cette manière-là pour un titre donné. Donc, il faudra juste vous rappeler de ça. Comment définir un identifiant pour un élément HTML et comment récupérer ça? Il faut juste mettre le hash, pardon, ou bien le dièse, et par la suite l'identifiant.
Si vous voulez renvoyer le visiteur vers une page externe et en plus vers un emplacement bien précis, donc il ne faut pas oublier de mentionner ou de définir l'URL absolue et vous rajoutez dièse et l'identifiant de l'élément vers lequel vous voulez envoyer le visiteur. Il y a d'autres attributs en plus de href pour la balise A, donc tel que l'attribut target. Donc target indique le contexte d'ouverture de la ressource vers laquelle pointe le lien. Donc cet attribut il peut prendre plusieurs valeurs, donc tel que underscore blank, donc permet d'ouvrir la ressource ou le document dans une nouvelle fenêtre, plutôt un nouvel onglet, puisque maintenant les navigateurs ils ont des onglets. Donc on peut ouvrir une seule fenêtre avec plusieurs onglets. Underscore self si vous voulez ouvrir le document dans la même fenêtre ou le même onglet, et vous avez d'autres valeurs que vous pouvez affecter à target. Vous avez l'attribut download qui permettra d'indiquer au navigateur que le document pointé ou la page pointée par le href doit être téléchargé. Vous avez d'autres attributs tels que REL, précise la relation si elle existe entre le document courant et la page ciblée par ce lien. Vous avez hreflang qui permet de définir la langue de la page vers laquelle vous allez envoyer votre client, et type permettra de définir le type du document, le type MIME du document vers lequel vous êtes en train d'envoyer votre client bien visiteur. Maintenant, les images. Comment introduire ou ajouter une image dans votre document HTML? Pour insérer les images dans les pages HTML, on utilise la balise IMG. Par contre, maintenant, cette balise IMG n'est pas double. Elle est simple, c'est-à-dire elle ne peut jamais contenir d'autres balises. Mais par contre, elle peut définir des attributs. Il y a deux attributs obligatoires pour IMG qu'il faudra toujours enseigner. C'est SRC pour source, donc elle indique le chemin de l'image à charger. L'image, elle peut être de différents types de formats, GIF, JPEG, PNG, BMP ou autres. Ce chemin peut être absolu ou relatif. Quand est-ce qu'on définit un chemin absolu? Dans le cas où l'image se trouve sur un autre site. Il y a un site sur lequel il y a une image et moi je souhaite afficher cette image directement sur ma page web sans que j'ai à télécharger et à mettre cette image sur mon site. Donc à ce moment-là, il faut utiliser un chemin absolu. Par exemple, ici tout en bas. Je veux afficher cette image soleil.jpg et cette image-là se trouve sur htmlschool.com/images. Donc à ce moment-là, il faut que je définisse un chemin absolu, complet. Par contre, un chemin relatif, vous allez le définir lorsque l'image est disponible sur le même site. Par exemple, dans un sous-répertoire images. Là, par exemple, soleil.jpg se trouve dans un sous-répertoire images qui se trouve au niveau de mon site. Donc là, je n'ai absolument et je ne vais sûrement pas définir un chemin absolu. Donc ça, c'est pour le premier attribut SRC, pour source. Le deuxième attribut ALT, ALT pour alternatif. Donc, ça va contenir quoi? Ça va contenir un texte, généralement une description du contenu de cette image qui est définie ici au niveau de l'attribut source et qui sera affiché à la place de l'image lors d'un problème de chargement. Si jamais, par exemple, le navigateur du client n'arrive pas à charger et à afficher l'image correctement pour X raisons, donc à sa place, il va afficher le texte que vous avez mentionné ici au niveau de l'attribut ALT. Donc ça, c'est le premier cas. Ou bien, ça va être exploité par les robots d'indexation, les robots d'indexation que les moteurs de recherche utilisent. Donc, généralement, ils ont tendance à exploiter ça pour avoir une idée un petit peu du contenu qui est dans cette image. Comme ça, par la suite, quand vous allez faire une recherche et vous allez taper, plutôt sélectionner la rubrique image, donc il va
vous afficher les messages qui plus ou moins reflètent ce que vous avez saisi au niveau de l'input recherché par exemple. Donc ils font ça en exploitant l'attribut ALT. Ou bien cet attribut il sera exploité ou utilisé par les navigateurs réservé aux personnes malvoyantes. Donc une personne qui est malvoyante, peut-être elle a des difficultés, pas peut-être, sûrement elle a des difficultés à voir les choses ou à distinguer les choses. Et donc si elle a un navigateur spécialisé, donc il permettra de lui décrire le contenu de l'image qui est affichée en se basant sur le texte que vous allez mettre ici au niveau de l'attribut ALT. Et donc, ces deux attributs, je répète, SRC et ALT, sont obligatoires pour la balise IMG. Je répète une dernière fois, IMG est une balise simple et non pas double. D'autres attributs optionnels peuvent être renseignés pour IMG. Cette fois-ci, ils sont optionnels, donc pas du tout obligatoires. Vous avez la largeur width et height. Donc, détermine respectivement la largeur et la hauteur de l'image. C'est des valeurs en pixels que vous allez renseigner. Vous avez la possibilité de définir un titre pour l'image et vous allez pouvoir utiliser une map pour l'image. C'est ce que nous allons voir juste sur le slide suivant. Donc, jusqu'à présent, plutôt juste avant les images, nous avons vu qu'un lien hypertexte peut être, nous avons vu juste avant qu'un lien hypertexte, c'était la balise A qu'il fallait utiliser. Donc on a A et balise ouvrante / A, balise fermante, et au milieu, on avait la possibilité de ajouter du texte. Et bien avec cette balise A, puisqu'elle est double, on a la possibilité aussi d'ajouter des images. C'est possible, mais par contre, si vous utilisez une image, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs liens sur la même image. Si vous ne voulez pas avoir plusieurs liens, c'est-à-dire si le visiteur clique sur l'image, il sera envoyé vers un seul document web, vous pouvez le faire, ça n'est pas de problème. Maintenant, si sur l'image, vous voulez définir plusieurs liens hypertextes. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut utiliser l'attribut useMap. Donc ici, vous allez pour l'image, vous allez définir l'attribut SRC, l'attribut ALT, les deux sont obligatoires. En plus, vous allez définir l'attribut useMap. UseMap, là, vous êtes en train d'indiquer au navigateur que vous devez utiliser la map qui est définie par ce nom-là, panneau. Et le dièse, il ne fait pas partie du nom. Donc dièse, panneau. Et juste après IMG, vous devez préciser ou définir la map, la carte. Donc par exemple, pour l'exemple que j'ai donné ici, et nous allons voir un exemple après. Là, qu'est-ce qu'on a défini? Donc la map, on lui a donné le nom panneau. Et ensuite, à l'intérieur de la map, nous allons définir des zones. Donc vous avez la balise area qui va vous permettre de définir des zones. Donc pour définir une zone, vous avez l'attribut shape. Donc, il peut prendre trois valeurs différentes. Rect pour rectangle, circle pour cercle et poly pour polygone. Et vous avez chords. Vous donnez à chords, ça veut dire les coordonnées de votre forme ici. Par exemple, ici, c'est un polygone, donc vous allez donner tous les coins. Si je ne me trompe pas, c'est YX. YX à chaque fois. YX. YX, YX. Normalement, vous allez avoir un nombre qui est pair ici. Ensuite, vous mentionnez ALT et href. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur va cliquer sur cette zone, vers quelle ressource il sera envoyé. Par exemple, ici, c'est page3.htm. Voilà, donc ça c'était concernant les images, mais avant d'aller vers plutôt d'introduire les tableaux, nous allons faire un petit peu de manip concernant ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc moi j'ai déjà fait
ça sur une image, mais j'aimerais bien le refaire avec vous, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc je vais créer un nouveau fichier, je vais lui donner le nom imagemap.html. Donc ici ce sera HTML5. Donc là, moi j'ai déjà téléchargé une image. Donc voici l'image que je veux afficher dans ImageMap pour l'instant. Donc pour pouvoir afficher l'image, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser bien sûr la balise IMG. Donc IMG, puisque moi je dispose de cette image sur mon site là, donc je vais lui donner un chemin relatif. Donc // si vous avez fait, plutôt si vous avez suivi les TP concernant Linux, normalement vous savez ce que ça veut dire // ça veut dire que je vais rester dans le même répertoire que ImageMap.html. Ensuite, je vais aller vers le répertoire images et ensuite social media. Là, je vais mettre par exemple social media. Dans un premier temps, moi, je vais demander une image qui n'existe pas pour voir un petit peu ce que ça va m'afficher. Donc, social media 1.png, moi, je n'ai pas cette image. J'ai social media.png. Je vais aller au niveau de mon navigateur et je vais ici mettre le nom du fichier que je cherche, le document imagemap.html. Donc, il m'a affiché social media. Il ne m'a pas affiché l'image, mais par contre, il m'a affiché ce que moi j'ai mis ici au niveau de ALT. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai expliqué ça. C'est que si jamais le navigateur a du mal à afficher l'image, la photo, l'image, donc il va vous afficher le texte que vous avez défini au niveau de ALT. Donc, je remets social media.png, je sauvegarde et je vais rafraîchir ici. Donc, voici mon image. Si je veux, par exemple, rendre cette image cliquable, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, il va être envoyé vers un autre document HTML. Donc, comment il faut faire ça? Déjà, pour définir un lien, c'est la balise A. Et je veux renvoyer le client, par exemple, vers www, HTTPS, par exemple. Je vais donner le chemin complet, protocole, etc. www, par exemple, google.com. Voilà. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre l'image? Voilà. L'image sera positionnée, la balise IMG sera positionnée entre la balise ouvrante A et la balise fermante /A. Et je vais sauvegarder, j'ai sauvegardé, je vais rafraîchir ici. Donc, vous voyez ici, déjà, le curseur, il a changé de forme dès que je le passe sur l'image. Et si je clique dessus, si j'ai Internet, normalement, il va m'envoyer vers www.google.com. Je ne sais pas pourquoi que ça m'enligne, mais en tout cas, si vous regardez, voilà. Donc là, le visiteur ou bien le client, il vient d'être renvoyé vers www.com. Donc, je retourne à ma page. Là, par exemple, je veux afficher, ou plutôt je veux avoir plusieurs liens sur cette image. Par exemple, un lien sur cette zone-là, un lien sur cette zone et un lien sur cette zone. Et à chaque fois que le client va cliquer sur une zone, il va être envoyé vers le réseau social correspondant. Comment vous allez faire ça? Donc, moi, j'utilise les outils de base qui sont gratuits. Donc, j'ai ouvert mon image au niveau de Paint et je vais récupérer les coordonnées de ces zones-là. Donc, pour récupérer les coordonnées, vous avez tout en bas ici, dans cette zone. Essayez de suivre le curseur, vous allez avoir les coordonnées des pixels. Donc, par exemple, ici, donc j'ai 95 par exemple, donc je vais noter ça, je cherche un stylo, donc je récupère un stylo, donc je note ça, donc j'ai 95 par exemple,
virgule 42. Donc 95 c'est Y, 42 c'est X. Ensuite, je vais aller sur ce coin-là. Donc c'est 151,100. OK? Donc ça c'est X et Y pour ce coin-là. Donc je vais définir une zone rectangulaire un petit peu. Donc ce sera ce point-là et ensuite ce point-là. La même chose pour Twitter par exemple. Donc je vais prendre ce point-là. Donc c'est 212. Donc essayez de suivre avec moi ici tout en bas. Vous allez apercevoir les coordonnées des pixels. Donc, par exemple, pour Twitter, ce sera 214,22. Et ensuite, ce point-là, c'est 271,85. Donc, je vous laisserai le soin de faire pour la même chose pour YouTube, par exemple. Donc, je reviens ici au niveau de mon éditeur. Donc, je n'aurai plus besoin de ça, de la balise A. Donc, je vais la supprimer. Ensuite, je dois définir... Qu'est-ce que je dois définir? Je dois définir ou ajouter useMap. OK. Là, je vais mettre par exemple map1. Mais par contre, pour l'instant, je n'ai pas cette map1. Donc, je dois la créer. Je dois le créer. Map. Je vais lui donner map1 comme name. Et ensuite, je vais définir les areas. Les areas, ce seront des rectangles. Donc, premier, par exemple, c'était 95,42,151,100. Href. Donc, par exemple, le premier, il va m'envoyer, si je ne me trompe pas, vers www.facebook.com. Et je mettrai ici comme texte alternatif, par exemple, Facebook. Donc, ça, c'est la première zone. Ensuite, deuxième zone, la même chose. La forme, ce sera un rectangle. Là, ce sera pour Twitter, 214, 22, 271 et 85. Et là, c'est HTTPS 3W Twitter.com par exemple. Et là, le texte alternatif, je vais mettre Twitter. Je sauvegarde tout ça. Voilà. Tout ça est bien sauvegardé. Maintenant, il est temps de tester. Donc ici, vous remarquez le curseur, il ne change pas du tout de forme quand je le passe sur l'image. Mais par contre, dès que je m'approche de la première zone que j'ai définie pour Facebook, il change de forme. La même chose lorsque je le passe sur la zone réservée pour Twitter. Donc si je clique sur Twitter, il sera envoyé sur Twitter. Si je clique sur la zone définie pour Facebook, donc le navigateur sera envoyé vers Facebook. Donc je vous laisse le soin de faire la même chose pour cette zone-là. Et nous allons continuer avec la présentation. Donc maintenant les tableaux. En HTML, un tableau est délimité par les balises table et /table. Donc ce sont aussi des balises doubles. Il est généré horizontalement, le tableau, c'est-à-dire ligne par ligne. Vous avez un tableau, il est composé de plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Comment vous allez définir un tableau en HTML? Vous allez le définir ligne par ligne, horizontalement, ligne par ligne. Je commence par la première ligne. Je définis ce qu'on appelle les cellules. Les cellules, en fait, ce sont les colonnes. Et ensuite, je passe à la ligne suivante et ainsi de suite. Donc, chaque ligne est délimitée par les balises TR et /TR. Et les balises TD et /TD délimitent les cellules qui sont insérées dans chaque ligne. Donc, ici, par exemple, j'ai une seule ligne dans ce tableau, c'est TR. Elle est délimitée par TR /TR. Et à l'intérieur de cette ligne, j'ai 3 cellules. Chaque cellule est délimitée par TD /TD. Donc, c'est comme ça qu'on définit un tableau en HTML. On le définit ligne par ligne. Pour définir les entêtes des colonnes et ou des lignes, on utilise les balises TH au lieu des TD. Donc, si vous voulez, par exemple, un tableau, vous voulez lui définir des entêtes pour les colonnes, si vous voulez. Donc, à l'intérieur de la première ligne TR,
il est possible, au lieu d'utiliser TD, ce n'est pas une obligation, mais il est possible, au lieu d'utiliser TD, d'utiliser TH. Et vous mettez le texte que vous voulez, bien sûr, hein. Donc, TH, ça va délimiter l'entête de chaque cellule, enfin de chaque cellule ici, de chaque colonne, on va dire. Il est possible aussi de définir un titre pour le tableau, et ça, vous allez avoir besoin d'utiliser caption/caption. Maintenant, la version 5 de HTML offre la possibilité de structurer un tableau en sections, de le diviser en sections. Donc, l'entête du tableau sera délimitée par thead/thead. Le corps du tableau sera délimité par les balises tbody, ici normalement /tbody. Et le pied du tableau, il sera délimité par tfoot. Et j'ai pas eu assez de place, donc vous n'allez pas voir /tfoot ici, hein. Donc là et là, il y a une petite erreur, hein. C'est tbody, tfoot. Donc je répète, l'entête du tableau est délimitée par thead/thead, le corps tbody/tbody, tfoot/tfoot. Donc ça ne va absolument pas changer le rendu visuel pour le client, mais par contre, ça va apporter de la sémantique pour votre navigateur. Maintenant, avant de vous montrer comment valider un document HTML, je vais discuter avec vous les tableaux avec cet exemple-là. Donc moi j'ai déjà tout préparé dans ce fichier, hein. Je peux vous mettre ces fichiers sur la plateforme si jamais il y en a besoin. Donc vous me le dites au niveau des commentaires et je vous mettrai ça sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Le plus important ici, par exemple, j'ai un premier tableau. Donc il est assez simple. Donc table, je définis la première ligne, tr/tr, et à l'intérieur j'ai 3 cellules. Ok, c'est simple. Ensuite, là, je saute une ligne et je définis le deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une seule ligne, j'ai plusieurs. Et en plus de ça, j'ai défini caption. Donc, ça permettra d'afficher du texte. La première ligne, TR, elle contient les entêtes des colonnes. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé TH ici. Donc, j'ai le nom, prénom, promotion. Ensuite, la première ligne, elle contient le premier étudiant, par exemple, donc avec les différentes cellules. Deuxième nom, deuxième ligne, un autre étudiant, et ainsi de suite. Voilà. Définition toute simple d'un tableau. OK. Maintenant, un deuxième exemple. Mais soyez attentifs avec moi, s'il vous plaît, ici. Regardez ici. J'ai une première ligne, il y a une seule balise TD. J'ai une deuxième ligne, il y a 3 balises TD. Là, il y a un truc qui cloche. La deuxième ligne contient 3 cellules, mais par contre, la première ligne contient une seule cellule puisqu'il y a une seule balise TD. Sauf que j'ai rajouté l'attribut callSpan égale 3. Ça veut dire que cette cellule-là va fusionner 3 cellules en fait. Donc j'aurai une grande cellule ici qui va fusionner les 3 cellules pour la première ligne. Et la deuxième ligne, elle, aura 3 cellules normales. J'ai essayé de faire la même chose ici, mais dans le tableau 4. Mais au lieu de fusionner les colonnes, je vais fusionner les lignes. Donc, vous remarquez ici, TD, rowSpan égale 2. Là, je vais fusionner 2 lignes. OK? C'est pour ça ici, au niveau de la première ligne, j'ai 3 TD, j'ai 3 cellules. Mais par contre, au niveau de la deuxième ligne, j'en ai que 2. La troisième, elle est fusionnée avec cette TD là. Et les 2 autres, bien sûr, resteront avec les cellules restantes au niveau de la première. Donc, si je veux afficher ça, ici, au niveau de mon navigateur, pour que vous ayez une vue
sur le résultat. Donc ça, c'était le premier exemple classique, une seule ligne, 3 cellules. Ça, c'était le deuxième avec l'entête. Ici, il n'y a pas du tout de fusion. Hein, c'est 3 cellules réellement, sauf qu'il n'y a pas le trait ici. Plutôt, les bordures ne sont pas affichées. Je vous expliquerai ça par la suite. Le plus important, c'est là. Là, j'ai une seule cellule. En fait, c'est la fusion de 3. Ça pour la première ligne. Donc, pour pouvoir fusionner les colonnes, vous devez utiliser Colespain. OK? Si vous voulez fusionner les lignes, comme ici, vous devez utiliser Geospain. OK? Donc, c'est pas vraiment difficile. Il faut juste le faire une fois, deux fois. Après, ça va devenir pratiquement automatique, on va dire. Maintenant, le dernier exemple, c'est un exemple assez simple où j'ai seulement structuré le contenu du tableau en précisant les différentes structures. Donc, vous avez l'entête, T-head, slash T-head. Vous avez body, le corps, T-body slash T-body. Et vous avez le pied du tableau, T-foot slash T-foot. Et à l'intérieur, il y a les TR qui représentent les lignes. J'ai fusionné ici Colespain, j'ai fusionné donc les colonnes pour cette ligne-là. J'ai utilisé TH comme étant l'entête de la colonne. Deuxième ligne aussi, j'ai utilisé TH, ce sera l'entête des deux colonnes qui n'ont pas été fusionnées au niveau de la deuxième ligne. Et ensuite, j'ai le corps. Donc, il y a TR pour délimiter chaque ligne et TD pour délimiter les cellules. Et à la fin, un pied de tableau, donc une seule ligne. Et j'ai fusionné ici les colonnes pour la dernière ligne. Donc, le rendu visuel, il sera de cette façon-là. Donc, une petite remarque. Moi, j'ai rajouté un petit peu de CSS ici. Parce que si vous ne mettez pas de CSS, vous allez avoir un affichage comme ça. Les bordures ne sont pas du tout visibles. Donc, moi, j'ai rajouté ce petit bout de CSS. Donc, il est assez simple. Je vais juste rajouter ici TH. Donc là, je peux vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai dit que toutes les balises table TD et TH, ils ont une bordure qui aura une largeur de 2 pixels. Ce sera une ligne continue avec cette couleur-là. Border-collapse, ça veut dire que les bordures vont être fusionnées parce qu'il y a la bordure du tableau extérieur, la bordure extérieure, et vous avez la bordure des différentes cellules TD et les bordures des cellules TH. Et donc, comme ça, normalement, on va avoir ce type d'affichage. Voilà. Et vous remarquez là maintenant, je n'ai plus nom, prénom, promotion sans bordure, mais il y a la bordure puisque j'ai ajouté ici TH. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, vous le prenez comme ça, comme une information, sans explication si vous voulez. Et par la suite, quand on abordera le CSS, vous allez comprendre ça en détail du détail. Donc voilà, c'était les bases de l'HTML. Avant de conclure, je vais vous montrer comment valider votre document HTML, tout simplement parce que quand on écrit un code HTML, on peut commettre des erreurs d'écriture, soit au niveau des balises, soit au niveau des attributs. Et bien sûr, à aucun moment, le navigateur va vous dire que voilà, il y a eu une erreur, puisque c'est le navigateur qui va interpréter. Il va toujours essayer de faire de son mieux pour afficher le contenu HTML que vous venez d'écrire. Il va faire de son mieux pour l'afficher comme lui, il l'a compris, même s'il y a des erreurs. Mais par contre, nous, qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas commettre des erreurs ni de bêtises? Nous allons vers un HTML validator. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Donc, vous choisissez celui qui vous convient. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre, pas ça, je vais prendre un truc simple. My first page, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le contenu de ma page.
et je vais le mettre ici. Je vais mentionner text file et je vais le coller ici et je vais mettre validate. Donc il me dit que the document is valid HTML5. Donc là, j'ai un document qui est valide HTML5. Si par exemple, je vais essayer de commettre une erreur toute bête, au lieu de la ligne 10, j'ai un titre H1, au lieu de laisser /H1, je vais mettre /H2. Je vais sauvegarder et au niveau de mon navigateur, my first, c'était quoi? Page. Donc ici, il m'affiche, il ne dit pas qu'il y a eu une erreur. Et vous remarquez que, je vais m'assurer que j'ai sauvegardé. Oui, j'ai sauvegardé. Vous remarquez que le titre 1, il est resté vraiment titre 1. C'est-à-dire, il a une différence de taille par rapport à H2, titre de niveau 2. Par contre, si je copie, et il y a une erreur, mais par contre, si je copie ça, je vais vers un validateur, et je colle là, ce que je viens de faire, et je demande une vérification, il va me dire, le validateur, un tag H2, seen, but there were open elements. En gros, il me dit, il y a une fermeture /H2, mais par contre, où est-ce que vous avez une balise ouvrante, correspondante? Donc, vous voyez, le validateur, il est quand même assez important. Donc, moi, je vous conseille surtout au début, parce que vous allez commettre énormément d'erreurs. Dès que vous terminez votre document HTML, faites un petit effort, allez sur un validateur, vous copiez-collez votre code comme là, je viens de le faire, et vous appuyez sur un bouton Validate ou Checked ou le bouton qui est, et essayez de voir est-ce que vous avez commis des erreurs ou pas. Donc, on est arrivé pratiquement à la fin de la vidéo, donc il ne me reste plus qu'à vous dire. Si vous avez des questions, des commentaires, il ne faut absolument pas hésiter à les partager entre vous et moi, je serai là pour apporter des explications et réponses à vos questions. Voilà tout.